5 minutes pour comprendre les sources du droit des étrangers. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que contrairement au droit de la nationalité, le droit des étrangers est fortement internationalisé. Sachez qu'en droit français, les conventions internationales sont d'applicabilité directe, sans qu'il soit nécessaire de les transposer dans une loi. Tout traité multilatéral ou bilatéral ratifié par la France s'applique directement pour le droit français. Tout d'abord, les sources internationales. Dans les traités multilatéraux, vous devez en connaître plusieurs. Ces traités ont deux vocations. Vous avez les traités multilatéraux qui ont une vocation universelle afin de protéger tous les étrangers dans tous les pays du monde qui ont ratifié le traité en question. Ces traités ont le plus souvent été développés après la Seconde Guerre mondiale et dans un but unique de protéger les droits de l'homme. Le texte le plus important, c'est la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur la protection des étrangers. Vous avez également la Convention de New York du 28 septembre 1951 sur les apatrides. Et vous avez une Convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants. Ensuite, vous avez des traités qui ont une vocation régionale. Le texte le plus célèbre, c'est bien évidemment la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950. Et bien évidemment connaître par cœur les articles 1er aux articles, je crois que c'est 15 ou 16. Ce sont les plus importants de la Convention européenne des droits de l'homme. Et vous devez les connaître du tac au tac. Vous avez ensuite les traités bilatéraux. Les traités ont bien évidemment une autorité supérieure à la loi. Par exemple, vous avez les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 relatifs aux emplois et au séjour en France des ressortissants algériens. Je vous invite à vous faire une petite liste des traités bilatéraux les plus importants à connaître. Deuxièmement, les sources communautaires. Vous avez bien évidemment le traité de Rome du 25 mars 1957, mais ce traité ne parlait pas des questions d'immigration ni du droit des étrangers. Il parlait uniquement de la liberté de circulation des travailleurs européens, car à cette époque-là, il y avait que peu de flux migratoires. Vous avez également les accords de Schengen à connaître, le traité de Maastricht du 7 février 1992. Vous devez connaître également le traité d'Amsterdam du 1er mai 1999. Il est le fondement de la politique européenne d'asile et d'immigration. Puis, troisièmement, vous avez les sources nationales. Pourquoi y a-t-il des lois nationales pour l'immigration ? Pour deux raisons, pour permettre le droit d'asile aux personnes persécutées dans leur pays d'origine et pour limiter le nombre de personnes qui s'installent dans tel ou tel pays. Au niveau constitutionnel et supralégislatif, vous devez connaître l'article 34 de la Constitution qui ne fait pas référence aux droits des étrangers. Cela ne veut pas dire que le droit des étrangers ne fait pas partie du domaine de la loi. Il s'y rattache puisque cet article place les libertés publiques et le droit des personnes dans le domaine de la loi. Au niveau de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il faut savoir que le Conseil constitutionnel contrôle de manière très méticuleuse les lois votées par le Parlement sur le sujet du droit des étrangers. Le Conseil constitutionnel a voulu interdire le mariage des migrants en situation irrégulière, par exemple. En 2007, le Conseil constitutionnel interdit les statistiques ethniques, en vertu de l'article 1 de la Constitution. J'invite à revoir la décision du Conseil d'État Gisti de 1978. Le Conseil d'État ici va orienter le droit des étrangers et va annuler un décret de 1977 qui suspendait pendant 3 ans le droit au regroupement familial, sauf si l'étranger rejoignait la France et s'engageait à ne pas travailler. Le Conseil d'État, dans cette décision, a décidé d'annuler ce décret. L'État va montrer dans cette décision que le regroupement familial est un droit garanti par les tribunaux. Il faut savoir que le droit des étrangers a évolué en fonction des majorités politiques. Le parti politique de gauche a mis l'accent sur la défense du droit des étrangers et le parti politique de droite a mis l'accent sur la maîtrise de l'immigration. Vous avez par exemple la loi Pasqua 1 du 9 septembre 1986 qui va venir renforcer les pouvoirs du préfet pour reconduire un étranger en situation irrégulière à la frontière. La loi Pasqua 2 du 24 août 1993 va renforcer les modalités d'expulsion des étrangers en situation illégale. Vous avez également la loi du 24 avril 1997, dite loi Debré, qui va durcir la lutte contre l'immigration illégale tout en facilitant les régularisations.
Vous avez la loi du 26 novembre 2003, dite Sarkozy, sur l'entrée et le séjour des étrangers, qui va renforcer encore une fois la lutte contre l'immigration illégale. Une loi très importante du 11 mai 1998 qui facilite le regroupement familial et ouvre le droit d'asile, mais la loi Villepin de 2003 va revenir sur l'ouverture du droit d'asile, va créer un principe de guichet unique. Dorénavant, seule l'OFPRA est compétente en matière de droit d'asile.